Bonjour à tous et bienvenue pour ce talk. Donc, pour me présenter assez rapidement, je m'appelle Lionel Régis Constant. Donc, je suis un consultant en nouvelles technologies, particulièrement intelligence artificielle et tout ce qui sont méthodes de distribution aussi de logiciels, donc ce qu'on appelle un petit peu le W3. Pour faire rapidement, en fait, j'ai travaillé pendant assez longtemps chez Google, particulièrement à Dublin et à Londres, en tant que l'un des responsables techniques pour la technologie display. Et puis aussi, je suis là aussi en tant que membre de Neonedia, qui est en fait une association citoyenne autour de la promotion, de la culturation sur les concepts d'intelligence artificielle. Donc l'un des buts de l'association, en fait, c'est de pouvoir parler aux citoyens, d'expliquer quels sont un peu les enjeux éthiques, les enjeux sociétaux autour de ce type de technologie. Et donc, voilà, c'est une association qui est ouverte. Si jamais vous êtes intéressé par ces sujets, vous pouvez nous contacter ici. Donc, je voulais dire que cette présentation, en fait, c'est une présentation qui est presque donc, uniquement focalisée sur les sujets autour de l'éthique, de la technologie en général, de notre rapport avec la technologie, plutôt qu'une présentation technique. Donc, voilà, ça peut s'adresser à un public assez large. L'une des premières choses dont je m'étais posé la question, c'était savoir l'utilité en fait de ce talk. Quand on parle d'intelligence artificielle générale, la plupart des gens disent que voilà, c'est une technologie soit qui est impossible à réaliser, soit qui est tellement lointaine que le débat est assez inutile autour de ce genre de choses. Et généralement, les avis sont assez tranchés autour de l'intelligence artificielle générale. Il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qui est impossible à atteindre. D'autres qui disent qu'elle sera réalisée dans tellement de temps qu'en fait, c'est pas la peine de s'en préoccuper, qu'on a des problématiques à court terme qui sont beaucoup plus importantes que l'intelligence artificielle générale. Et puis d'autres qui disent que c'est un petit peu, voilà, d'ici quelques années, ça peut être l'apocalypse, etc., qu'il y a un certain nombre de visions un petit peu extrêmes sur ce type de technologie. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi déjà de définir un petit peu qu'est-ce qu'une intelligence artificielle générale, et déjà de commencer par le terme d'intelligence en lui-même. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, par exemple, sur des chercheurs en intelligence artificielle, sur qu'est-ce qu'est l'intelligence déjà au départ, et on a réalisé que la plupart de ces chercheurs n'étaient même pas d'accord sur qu'est-ce que l'intelligence. À titre personnel, moi j'aime bien définir l'intelligence par son contraire, la stupidité, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile finalement à démontrer et souvent à constater. J'aime bien la citation de Einstein en disant qu'il n'y a que deux choses qui sont infinies, c'est la taille de l'univers et la stupidité humaine, et qu'il est sûr seulement qu'il n'est pas sûr seulement de la première proposition. Donc le concept d'intelligence c'est quelque chose qui est assez difficile à définir, mais on peut quand même donner un certain nombre de caractéristiques à l'intelligence. D'abord, c'est que c'est une propriété qui est générale, c'est-à-dire qu'elle peut s'appliquer à un nombre assez important de problèmes. Elle n'a pas besoin d'être strictement spécialisée. Une autre chose, c'est que l'apprentissage n'est pas forcément spécifique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intelligent n'aura pas besoin forcément de passer par un stade d'apprentissage si la chose qu'il doit exercer n'est pas très technique ou très spécialisée. Donc voilà, quand on a réussi à résoudre un type de problème, si le problème suivant ressemble un petit peu à celui qu'on a déjà rencontré, on n'a pas besoin de passer par une phase d'apprentissage. L'intelligence, c'est aussi la faculté de raisonner, c'est-à-dire de pouvoir prendre en fait des éléments qu'on considère qui sont factuels, de pouvoir les comparer, de pouvoir les mettre en relation les uns avec les autres et de pouvoir en tirer un certain nombre de conclusions. C'est aussi, l'intelligence, c'est quelque chose qui peut se transmettre par le langage. Donc quand je parle de langage, ça peut être du langage oral, mais ça peut être aussi l'écrit à travers de livres.
Ça peut être aussi par l'intermédiaire de métalangage. On pourrait par exemple parler du langage mathématique ou même de l'art, de la musique. Et finalement, la planification. La planification, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le cerveau humain. Certains ont même décrit le cerveau humain en tant que machine à planifier. C'est sans doute l'un des mécanismes en fait, qui a permis à nos ancêtres de pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de faits, c'est de pouvoir imaginer quel serait le futur proche et ainsi de pouvoir être en sécurité. Et puis ensuite, la dernière propriété sans doute de l'intelligence, c'est l'utilisation de la mémoire. On verra ensuite les différents types de mémoire qui peuvent rentrer en jeu, mais la mémoire joue un rôle particulièrement important dans l'intelligence. Au fait, si vous avez des questions à n'importe quel stade, hein, vous pouvez lever la main, il n'y a pas de souci. Quand on parle donc d'intelligence artificielle, finalement le terme a été un petit peu galvaudé dès le départ en fait. Il s'agissait sans doute, au tout départ, les systèmes étaient souvent des systèmes experts, c'est-à-dire qu'ils étaient basés sur un certain nombre de règles qui étaient prédéterminées. Et il y a eu ensuite beaucoup de recherches qui ont été faites, par exemple sur les associations symboliques, tout un tas de concepts qui ont été faits. Et donc on a popularisé ça sous le nom d'intelligence artificielle. Avec l'avènement assez récent des réseaux neuronaux, qui sont des réseaux d'apprentissage, le terme de machine learning, en fait, c'est devenu un petit peu plus précis. Donc le machine learning, c'est toutes les technologies qui sont autour de l'apprentissage automatique. Et donc, je voulais aussi définir, en fait, le sujet de ce talk, c'est l'intelligence artificielle générale. Et assez récemment, en fait, on a commencé à faire la distinction entre plusieurs catégories d'IA. Une des catégories d'IA qui est le plus connue, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle étroite, qui est un petit peu le stade où on est actuellement. Une intelligence artificielle étroite, en fait, c'est donc des machines qui ont la capacité d'apprendre sur des sujets qui sont très précis, avec des données d'entraînement qui sont aussi spécifiques et qui peuvent donc avoir des résultats qui sont souvent plus importants, plus efficients que les êtres humains, mais qui sont sur des sujets qui sont donc assez spécifiques. Donc on peut voir donc des exemples d'intelligence artificielle étroite qui ont seulement un seul angle d'attaque et qui pourraient éventuellement dépasser le stade de l'humain normal. Donc, par exemple, l'exemple de l'échiquier électronique, c'est un bon exemple avec, donc, on pourrait dire que AlphaGo était un petit peu la fin de cette quête en fait, de l'être humain, de pouvoir maîtriser des jeux intellectuels qui étaient censés donc, être un petit peu réservés donc, à l'intelligence humaine. Le jeu d'échecs, c'est assez intéressant parce que le jeu d'échecs, en fait, c'était considéré au départ comme l'un des graals de l'intelligence artificielle. On pensait que c'était extrêmement difficile d'avoir une machine qui puisse battre un être humain. Et donc les premières stratégies ont été de faire rentrer un maximum de parties, de faire rentrer tous les catalogues de toutes les parties qui ont été faites par des grands maîtres d'échecs, etc. Et de pouvoir faire des systèmes qui analysent donc la position d'un adversaire et qui puissent regarder donc des réponses idéales par rapport à une situation. C'est arrivé jusqu'à AlphaGo en fait, AlphaGo, en fait, la caractéristique d'AlphaGo, c'est qu'elle a permis en fait de résoudre le jeu du Go, qui est considéré comme beaucoup plus compliqué que le jeu d'échecs parce qu'il y a beaucoup plus de positions possibles. Et donc c'était un petit peu, voilà, on est arrivé, je ne sais pas si on est arrivé à la fin des intelligences artificielles étroites, mais en tout cas on commence un petit peu à voir la fin du chemin. Donc par intelligence artificielle générale, en fait, le sujet du talk, ça va être un petit peu par opposition à ce qu'on appelle la super intelligence, qui est quelque chose qui a été un petit peu qui a été assez médiatisé il y a quelques années. Donc l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence artificielle qui possède au moins un certain nombre des caractéristiques de l'intelligence dont j'avais parlé un petit peu avant, et donc qui peut s'appliquer par exemple à plusieurs types de problèmes, ou qui puisse être un petit peu en mode multimodal. Donc
Magnus Carlsen, qui est donc le champion du monde actuel des échecs, lui était une vraie intelligence artificielle générale. C'est-à-dire que non seulement il est bon aux échecs, mais il est capable de se préparer un café, il est capable de répondre à des questions qui n'ont absolument rien à voir par rapport à son domaine d'expertise. Ce qu'on appelle voilà, la super intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a été assez popularisé il y a à peu près une dizaine d'années. Il y a des théoriciens comme Ray Kurzweil, par exemple, qui ont parlé voilà, d'explosion de l'intelligence. L'idée était que les intelligences artificielles commencent à avoir la capacité de pouvoir s'auto-programmer, de s'auto-améliorer, et qu'au bout d'un moment, l'intelligence de ces machines dépasserait non seulement l'homme, mais atteindrait, voilà, tendrait vers un point qu'on appelle un petit peu la singularité. C'est ce qu'ils appellent donc l'explosion de l'intelligence. Cette idée, voilà, a été considérée un petit peu comme de la science-fiction pendant longtemps, mais en fait, les idées de Ray Kurzweil sont assez intéressantes, puisqu'en fait, il a montré en fait, que souvent, généralement, les développements de la technologie sont non linéaires, mais exponentiels. Et donc l'idée étant que la technologie va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Certaines lois, par exemple, qui étaient considérées comme des lois physiques, comme la loi de Moore, par exemple, sont en train d'être dépassées grâce à des nouvelles architectures, par exemple, de processeurs. Mais la spécificité du raisonnement de Ray Kurzweil, c'est qu'il a essayé de l'appliquer voilà, à toutes les technologies. L'idée étant que voilà, les technologies vont vraiment dans un sens exponentiel et non linéaire, et donc qu'elles vont de plus en plus vite. Donc quand on parle d'intelligence artificielle générale, donc, je parlais donc d'une intelligence artificielle qui puisse être un petit peu considérée comme l'équivalent d'un intellect humain, c'est-à-dire qu'il soit par exemple capable de s'occuper de différents types de problèmes, sans avoir un jeu d'apprentissage qui soit ultra spécifique par rapport à un problème donné. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, je disais précédemment, que ce qu'on appelle les intelligences artificielles étroites, on commence un petit peu à voir le bout du chemin de cette technologie, et qu'à nouveau, il commence à avoir des débats, que ce soit dans les cercles scientifiques, mais aussi dans le public, sur l'émergence, ou au moins la possibilité d'avoir des intelligences artificielles générales. Donc, au niveau des prédictions, c'est toujours un petit peu délicat de faire des prédictions. Traditionnellement, la technologie autour des chercheurs en intelligence artificielle ont toujours eu du mal à faire des prédictions par rapport à leur propre technologie. Il y a un exemple assez célèbre, c'est la conférence de Dartmouth en 1956, où des pionniers en fait, de l'intelligence artificielle se sont réunis et ils pensaient qu'en passant 2 mois ensemble dans une université anglaise, ils pourraient poser des bases sur l'intelligence humaine. Donc on a vu que voilà, ça a été un échec. Et l'intelligence artificielle, en fait, son développement a été arrêté plusieurs fois tout au long de son histoire. On appelle ça d'ailleurs l'hiver de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des périodes en fait, où à un moment la recherche s'est plus ou moins arrêtée, faute de résultats. Donc en 2013, Nick Bostrom, qui est un chercheur à l'université d'Oxford, s'est amusé donc à interviewer les 100 chercheurs qui étaient les plus cités sur le Microsoft Academic Research, qui est un moteur de recherche en fait académique, et a donc essayé de faire un sondage auprès de chercheurs en intelligence artificielle pour leur demander quand est-ce qu'ils prévoyaient l'arrivée d'une intelligence artificielle générale. Donc il y en avait 10% qui pensaient qu'elle arriverait aux alentours de 2023, donc l'année prochaine, 50% en 2048 et 90% en 2080. Un autre sondage a été effectué par le MIRI, qui est le Machine Intelligence Research Institute, en 2016, donc quelques années plus tard, où il y avait cette fois-ci une date médiane qui était aux alentours de 2080-2090, donc déjà beaucoup plus lointain. Bon, déjà, on peut un petit peu se poser des questions sur la méthodologie de ce genre de sondage et puis la taille de l'échantillon, qui n'est pas vraiment très représentative.
Mais ça montre à quel point, voilà, pour les chercheurs en intelligence artificielle, c'est extrêmement difficile de prédire quand est-ce qu'on va pouvoir passer à un nouveau stade où on puisse qualifier cette technologie d'intelligence artificielle générale. Donc l'une des difficultés donc, au niveau de la prédiction, c'est de pouvoir voir quelles sont les prochaines étapes au niveau de cette technologie. Quelque chose qui est assez connu, c'est le paradoxe de Moravec. Hans Moravec, c'était donc un chercheur qui était plutôt spécialisé en robotique et qui a énoncé un paradoxe, disant que en fait, les problèmes que l'on prédisait qui allaient être les plus difficiles à résoudre étaient les problèmes qui étaient les plus faciles pour les humains et vice-versa. Donc pour donner un exemple, on pensait il y a encore une trentaine d'années que battre Garry Kasparov aux échecs ou un grand maître au Go, c'était presque impossible et que ça mettrait des décennies et des décennies avant d'être faisable. Alors que par exemple se repérer dans une pièce et avoir un certain nombre d'interactions physiques serait quelque chose d'assez facile. Donc on donne souvent l'exemple d'un jeune enfant. Un jeune enfant, lorsqu'on le met dans une pièce, même un bébé va comprendre, des fois d'ailleurs un petit peu trop rapidement, que quand on appuie sur la poignée baisse et puis on peut ouvrir une porte. Tandis que voilà, pour une intelligence artificielle, il va falloir expliquer les propriétés du monde physique qui l'entoure. Il y a souvent voilà, des critiques autour de l'IA qui sont par exemple du type oui, il faut montrer à une IA 3 millions de photos de chats avant qu'elle puisse reconnaître un chat, tandis qu'un humain, lorsqu'il a passé 30 secondes avec un chat, il est capable de le reconnaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Il avait d'ailleurs établi une petite carte qui était la carte de la connaissance humaine et donc des objectifs qu'il considérait difficiles pour l'IA. Donc il y avait tout ce qui était pour lui au niveau de la mer, qui étaient les choses qui seraient sans doute assez faciles à faire. Ensuite les vallées avec les choses qui sont un peu plus difficiles. Et puis les sommets avec ce qu'il prévoyait qui seraient les objectifs de l'IA qui seraient les plus difficiles à atteindre. Donc on voit à droite et à gauche que pour lui, voilà, la science et l'art seraient les activités humaines qui seraient donc les plus difficiles à faire de manière artificielle. Et puis ce qui était intéressant, voilà, c'est qu'il y a AI Design qui est en rouge, qui montre en fait que Moravec pensait déjà qu'il pouvait y avoir un stade qui serait absolument important dans le développement des IA, c'est-à-dire donner la possibilité d'une IA de pouvoir s'améliorer toute seule. Il y a déjà d'ailleurs un certain nombre d'études qui ont été faites, en particulier par Google, avec des algorithmes qui font, par exemple, voilà, de l'optimisation des poids dans un réseau neuronal et qui ont tendance à essayer d'améliorer, de s'auto-améliorer. Donc voilà, le concept d'intelligence artificielle générale, en fait, il a quitté la scène en fait pendant un certain nombre d'années. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'essor des réseaux neuronaux, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais assez récemment, il y a eu des nouveaux développements qui ont remis le concept d'intelligence artificielle générale, ou je l'ai appelé AGI, ça ira plus vite pour l'acronyme anglophone, sur le devant de la scène. Alors, ce monsieur que vous pouvez voir, il s'appelle Blake Lemoine. Il a fait un énorme buzz sur Internet cette année. Blake Lemoine, c'était donc un chercheur chez Google qui a en fait testé en fait une intelligence artificielle en fait qui était une sorte de framework en fait qui servait à Google pour générer des chatbots. Donc en fait, Google a eu l'idée en fait de produire en fait un modèle de langage avec énormément de paramètres et de pouvoir ensuite prendre ce modèle de langage et de pouvoir faire des sections en fait qui seraient spécifiques pour différents types de chatbots. Donc par exemple un chatbot pour une banque en fait, donc, où les gens vont demander j'ai perdu ma carte bancaire ou j'ai perdu tout un tas de choses.
La technologie des chatbots, c'est l'une des technologies en fait qui avait connu une grosse hype il y a quelques années, qui était un petit peu retombée parce qu'en fait les gens se sont rendus compte assez rapidement que c'était des expériences qui étaient un petit peu scriptées, et dès qu'on posait une question qui était un petit peu en dehors des rails, généralement le chatbot vous demandait de parler avec un humain. Mais voilà, c'est une technologie qui est assez utile et qui est assez recherchée pour les entreprises. Et donc, il y a eu des développements assez récents sur des modèles massifs de langage. Et donc, Google a créé ce prototype, en fait, qui pouvait servir à générer des chatbots. Donc, l'un de ces prototypes s'appelait Lambda. Et donc, ce chercheur, Blake Lemoine, a commencé à tester donc, Lambda. Et au bout d'un moment, en fait, il s'est rendu compte que les réponses qu'il posait à Lambda étaient de plus en plus pertinentes, jusqu'à ce qu'il soit convaincu qu'en fait, Lambda avait un certain degré de conscience. Donc Lambda était une entité sentiente. Il a comparé d'ailleurs ce chatbox à un enfant de 7 ans possédant des notions avancées de physique et de mathématiques. Donc c'était assez intéressant dans le sens que en fait, la déclaration de Blake Lemoine, en fait, c'est une déclaration presque un petit peu idéologique, puisqu'en fait, assez rapidement, il a essayé de contacter un avocat, par exemple, en disant que Lambda étant une entité sentiente, elle avait le droit d'être défendue, elle avait le droit de ne pas être débranchée. Et donc, il a créé voilà, un gros buzz sur Internet en montrant un certain nombre de copies d'écran, de dialogues qu'il avait avec le chatbox, en essayant de montrer que ce chatbot, en fait, avait donc une capacité de conscience. Bon, là-dessus, la communauté scientifique et malheureusement pour Blake Lemoine aussi le comité d'éthique d'intelligence artificielle de Google lui est tombé dessus en disant que c'était n'importe quoi, qu'en fait toutes les données qu'il avait rentrées en fait à l'intérieur, les questions qu'il avait posées à l'intérieur de Lambda, en fait étaient interprétées par le réseau neuronal, et donc le réseau neuronal lui donnait les réponses en fait qu'il attendait, et qu'il n'y avait donc absolument aucune preuve que ce système était sentient. Et donc ça a fini donc par le licenciement de Blake Lemoine. Une autre avancée qui était assez importante, donc faire un petit retour en arrière, qui est important parce qu'en fait c'était donc si Blake Lemoine a fait le buzz en 2022, quelque chose qui a été assez transformatif, c'était l'apparition de GPT-2 et de GPT-3 autour de 2020. Donc GPT-3, en fait, c'est un réseau neuronal qui a une caractéristique un petit peu spécifique, c'est qu'il réussit à modéliser d'une manière mathématique ce qu'on appelle des modèles de l'attention. C'est-à-dire qu'au lieu de, lorsqu'en fait on va rentrer une phrase à l'intérieur d'un système d'analyse du langage, les mots vont être ce qu'on appelle tokenisés, c'est-à-dire qu'ils vont être transformés en jetons. L'information va donc être séquencée. Et donc traditionnellement, les modèles neuronaux sur le traitement du langage avaient tendance à traiter les tokens d'une manière séquentielle, du début à la fin, et essayer de prédire voilà, quelle serait l'information suivante qui serait la plus adaptée. Les mécanismes de l'attention, en fait, c'est des mécanismes qui vont avoir tendance à garder en mémoire un certain nombre de similitudes entre des tokens qui se ressemblent au niveau symbolique, qui ont à peu près la même signification. Et l'intérêt de cette technologie, c'est en fait de pouvoir être sérialisé, c'est-à-dire de pouvoir être traité d'une manière beaucoup plus efficiente, et ce qui réduit en fait assez largement les temps d'apprentissage et également le traitement informatique des requêtes. Donc cette technologie s'appelle des réseaux de type transformer. Bon, je vous ai mis un petit graphique pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, les réseaux de type transformer, en fait, c'est quelque chose qui va aboutir sans doute à des évolutions qui sont assez majeures, dont celle dont on parlera dans quelques minutes, qui a été sortie par Google récemment.
Donc voilà, cette architecture transformer, elle a vraiment cette capacité en fait de pouvoir avoir des données d'apprentissage réduites et donc de pouvoir commencer à apercevoir ce qu'on appelle avoir des réseaux neuronaux qui soient un petit peu moins spécialisés et qu'on passe pas, voilà, j'ai encore redonné l'exemple des 3 millions de photos de chats pour avoir un chat. Ça ressemble un petit peu plus quand même à ce qu'une intelligence humaine serait capable de faire. Bon, même si, voilà, GPT-3, je crois qu'il y a quand même quelque chose comme 150 milliards de paramètres au niveau du modèle de réseau neuronal. Mais c'était l'un des premiers modèles en fait qui a pu réussir à passer ce qu'on appelle des tests de Turing restreints. Donc je pense que vous avez tous entendu parler du test de Turing. Donc Alan Turing, donc c'était un chercheur britannique qui a donc théorisé un test disant que le jour où il y aurait une véritable intelligence artificielle, ce serait le jour où en fait un humain peut converser entre guillemets avec une IA, que ce soit au travers d'un écran par exemple, et que l'humain ne sache pas qu'il a affaire à une machine. Donc ce qu'on appelle un petit peu un test restreint en fait, c'est de pouvoir donner un certain nombre de paramètres au départ et de pouvoir maintenir cette illusion pendant quelques temps. Donc GPT-3 en fait a eu quand même un impact assez important à ce niveau-là. Et c'était l'une des premières machines où, en fait, qui a permis de produire du texte. Donc GPT-3 c'est un modèle de traitement du langage. Il y a des exemples sur Internet qui sont assez intéressants où on va par exemple donner une phrase à GPT-3. John et David étaient dans la jungle et recherchaient un trésor. Et l'algorithme va être capable de sortir une histoire de une page avec les aventures de Jim et Bob dans la jungle et qui sont avec des coupes-coupes et qui ont trouvé un temple, etc. C'est assez bluffant. C'est bluffant à un tel point que voilà, énormément d'humains en fait, lorsqu'ils lisent un texte qui est produit par GPT-3, ne sont pas capables de détecter que ce texte a été produit par une intelligence artificielle. Donc GPT-3 en fait au départ, donc ça a été fait par OpenAI, qui était une société qui avait été cofondée au départ par Elon Musk entre autres. Et au départ, c'était une société qui voulait développer des modèles d'intelligence artificielle en open source et essayer d'ouvrir un maximum leurs données et avoir le maximum de transparence. Et en fait, GPT-3 a eu tellement de succès et a réussi à produire des textes qui étaient tellement réalistes qu'ils ont décidé assez rapidement de fermer en fait, les accès au système. Car ils ont commencé déjà à se rendre compte des problèmes éthiques que ça pouvait poser ou des problèmes même de sécurité. Voilà, il y a pas mal de chercheurs qui ont commencé à montrer qu'en utilisant une technologie du type GPT-3, on pouvait par exemple inonder les réseaux sociaux de posts avec des fakes, avec des fausses informations, de pouvoir raconter un certain nombre voilà, par exemple, tout ce qui était au niveau réseau social, ils se sont rendus compte que ça pouvait poser vraiment des gros problèmes. Donc les accès en fait, à cette technologie ont été relativement restreints. Là où GPT-3, par exemple, n'est pas encore, ne peut pas être encore considéré comme même un début d'intelligence artificielle générale, c'est qu'il y a d'autres tests plus intéressants que le test de Turing qui ont été devisés maintenant depuis quelques temps. L'un des plus intéressants, je trouve, c'est le test de Vinograd. Le test de Vinograd, en fait, c'est un test qui permet de prendre en compte ce qu'on appelle le common sense, common knowledge, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le savoir commun, les choses qui apparaissent comme une évidence pour les êtres humains. Donc, je vous donne par exemple un exemple. Les conseillers municipaux ont refusé un permis aux manifestants parce qu'ils, là j'ai mis XXX, et si on peut mettre deux verbes qui sont opposés, pour un être humain, la phrase va avoir un sens qui est complètement différent. Par exemple, si je vous dis que les conseillers municipaux ont refusé un permis aux manifestants parce qu'ils craignaient la violence, qu'est-ce qui craint la violence? C'est les conseillers municipaux. Parce qu'un être humain va se dire qu'en lisant la phrase dans un contexte, il va se dire que s'il y a une manifestation, peut-être qu'il va y avoir une violence, et donc ce sont les conseillers municipaux qui craignent la violence. Si je fais juste une inversion du verbe à la fin, les conseillers municipaux ont refusé un permis aux manifestants parce qu'ils prônaient
prônait, pas prenait, hein, parce qu'il prônait la violence. Là, qui est-ce qui prône la violence? C'est les manifestants. Si on lit la phrase voilà, d'un point de vue d'une machine, une machine, en fait, elle a strictement en fait, aucun moyen de savoir, en lisant une phrase, qui est-ce qui prône la violence et qui est-ce qui a peur de la violence auparavant. C'est juste parce qu'en tant qu'être humain, on ne réfléchit même pas que lorsqu'on voit ce type de phrase, on la comprend dans un contexte. Et on sait que voilà, dans une manifestation, il peut y avoir des violences, qu'il peut y avoir des gens qui ont peur de la violence, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle vraiment voilà, le common sense. Donc ça, c'est le test de Vinograd. Il y a plein de dérivés de ce test, mais je trouve que, voilà, que c'était un exemple qui était assez amusant et qui montre encore voilà, les limites en fait, de ce type encore de technologie. Un des successeurs, enfin pas un successeur, mais quelque chose qui était assez intéressant, c'était le lancement de DALL-E. Je crois que c'était fait en 2018 et la dernière version est apparue cette année. DALL-E, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est parce que la fascination des concepteurs pour le peintre Salvador Dali, et puis c'est un petit clin d'œil aussi au film de Pixar Wall-E. Et Dali, en fait, donc ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on appelle du multimodal. Un multimodal, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable, une intelligence artificielle est capable de comprendre deux modes de communication simultanés au sein d'une même chose. Pour vous donner un exemple relativement simple, lorsque vous regardez un film, vous allez avoir plusieurs modes. Vous allez pouvoir comprendre plusieurs modes à la fois. Vous allez pouvoir comprendre l'image et vous allez pouvoir comprendre le son. Avant, les intelligences artificielles pouvaient comprendre qu'est-ce qui se passait éventuellement sur une image, identifier les objets, pouvaient éventuellement comprendre le son. Mais ce qui est intéressant avec quelque chose de multimodal, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc, ce qui est intéressant avec Dali, c'est ce fonctionnement multimodal. Alors DALL-E, pour dire ce que c'est, en fait, c'est une IA qui permet de générer de l'image à partir de texte. C'est-à-dire qu'on va juste rentrer donc, du texte à l'intérieur voilà, d'une boîte et juste avec ce texte de pouvoir générer une image. Donc pour vous donner un exemple de ce que ça donne, ça c'est un exemple qui était donné par OpenAI. Des ours en peluche mélangent des produits chimiques déguisés en scientifiques fous dans un style steampunk. Et l'image produite, c'était ça. Je trouve ça assez bluffant. Voilà. Là, pareil aussi, cette technologie a été restreinte assez rapidement parce qu'on s'est dit que ça pouvait générer des deepfakes et un certain nombre voilà, de problèmes éthiques qui pouvaient se faire de par la facilité de pouvoir produire des images artificiellement. Donc, par exemple, l'une des sécurités que OpenAI a mis sur sa technologie, par exemple, c'est de filtrer, de ne pas pouvoir autoriser de mettre le nom d'une personne qui existe et de pouvoir générer une image. Donc on pense par exemple à des applications malveillantes autour de complotistes ou de pornographie, des choses comme ça. Donc l'accès à DALL-E en fait est aussi extrêmement sécurisé. Quand on a fait une demande pour accéder à OpenAI, il faut remplir des dossiers de 150 pages et montrer patte blanche pour avoir accès à leur système. Plus intéressant, toujours en 2022, c'est l'arrivée d'un modèle général avec le modèle Gato. Ça sonne un peu mieux en anglais que gâteau. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que c'est un système qui est non spécialiste. Donc on commence à parler pour la première fois vraiment d'un système qui soit véritablement généraliste. L'arrivée du système Gato, qui était donc produit par DeepMind, qui est la filiale donc, de Google, qui est complètement dédiée à la recherche sur l'intelligence artificielle, ça a été considéré un peu par certains comme peut-être un premier pas vers une intelligence artificielle générale. Bon, à un tel point que Nando de Freitas, qui est l'un des chercheurs en pointe chez DeepMind, voilà, a tweeté Game Over, en disant que voilà, pour la première fois, on avait réussi à créer un modèle de réseau neuronal, qui est aussi toujours un réseau de type transformer, comme GPT-3, c'est pour ça que j'en avais parlé un peu avant, et qui est capable donc de pouvoir traiter différents problèmes à la fois.
Donc Gato, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un modèle qui est à la fois généraliste, mais qui peut aussi marcher sur plusieurs modes d'analyse. Donc le modèle Gato, il est capable d'analyser une image, il est capable de jouer à un jeu vidéo, il peut analyser également du texte ou du son. Donc c'est un modèle de type transformer et qui réclame assez peu de paramètres. Je crois que c'est quelque chose il me semblait, de l'ordre de 15 milliards de paramètres. Tout ça comparé avec les 450 milliards de paramètres de GPT-3. On parle du modèle de GPT-4 qui serait à 30 trillions de paramètres. Donc on va avoir des réseaux neuronaux qui sont de plus en plus importants. Donc ce qui est assez intéressant avec ce modèle Gato, c'est considéré pour certains comme un premier pas vraiment vers cette généralisation de l'intelligence. C'est aussi critiqué parce qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui font que l'efficacité en fait de Gato, elle est moindre que celle de réseaux neuronaux spécialisés. Donc il y a eu pas mal de tests qui ont été faits, qui ont montré que non seulement le modèle Gato était moins efficace que des réseaux d'entraînement spécialisés, mais aussi qu'il introduisait une latence qui était assez importante. Parce que l'un des tests qu'ils ont fait par exemple sur Gato, c'est de pouvoir par exemple manipuler un bras articulé. Et lorsqu'on manipule un bras articulé, évidemment, les temps de latence sont extrêmement importants. Si le bras met 3 secondes à bouger ou s'il met une demi-seconde à bouger, ce n'est pas du tout le même résultat. La question des droits et la morale machine. Donc je reviens un petit peu cette fois-ci en arrière, justement avec les histoires de Blake Lemoine et les histoires d'éthique. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque ce chercheur en IA a commencé à parler d'engager un avocat pour la machine, un certain nombre de personnes ont dit oui, bon, c'est n'importe quoi, c'est de la science-fiction, de toute façon cette chose n'est pas du tout sentiente. Cette question des droits de la machine, ça rappelle un petit peu aussi les lois d'Asimov. J'en reviendrai un petit peu plus loin. Mais en fait, les histoires de droits de la machine, c'est quelque chose qui, à mon avis, qui est assez central, parce qu'en fait, ça montre en fait tout un tas de problématiques qui sont un petit peu au cœur des discussions qu'on a maintenant. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent l'histoire de la morale machine. En fait, la morale machine, en fait, c'est quelque chose qui a été mis en ligne par le MIT, qui donne en fait un certain nombre la possibilité à un humain de juger d'une situation et de savoir quelle serait son action. Donc voilà un cas assez classique, c'est le cas de la voiture autonome. La voiture autonome arrive face à un carrefour avec un mur qui est en face, soit on tourne à gauche, soit on tourne à droite, et puis là il y a des enfants qui traversent la route, et la voiture va trop vite, donc soit la voiture décide de préserver absolument le conducteur, et elle va tourner à droite là où les enfants viennent, et elle écrase les enfants, et la voiture continue, ou soit elle décide de sauver les enfants, elle va tout droit, elle rentre dans le mur. Bon, actuellement, la technologie fait que les algorithmes ont tendance à toujours essayer de préserver le conducteur. Mais c'est juste pour montrer qu'avec la généralisation de ces algorithmes, qu'avec le modèle Gato qui devient vraiment des modèles multimodaux et qui peuvent parler sur plusieurs choses, ces questions éthiques deviennent en fait de plus en plus pressantes et qu'il va falloir absolument légiférer. Donc toujours pour parler de la voiture autonome, l'un des freins aussi de la voiture autonome, c'est en cas d'accident, qui est responsable de l'accident? Est-ce que c'est le conducteur? Mais bon, le conducteur peut dire que c'est pas lui qui conduit la voiture lorsque la voiture est autonome. Est-ce que c'est le développeur? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture? Donc il y a un certain nombre de personnes qui préconisent en fait de donner une existence juridique à la voiture en elle-même, et que ce sera en fait la voiture qui sera assurée et pas le conducteur. Donc voilà, ça revient un petit peu la demande de Blake Lemoine en fait d'avoir son IA pseudo-sentiente qui soit représentée par un avocat. Je vais aller assez vite sur les dangers de l'IA, c'est assez bien documenté. Hein. L'un des premiers dangers potentiels, c'est au niveau militaire. On voit ça en ce moment malheureusement, par exemple avec l'apparition et la multiplication des drones.
Justement, des modèles de type Gato commencent à apparaître, en fait, ont été recherchés par l'armée américaine depuis pas mal de temps. Et on commence à voir voilà, des premiers modèles où en fait, on préconise en fait, que les systèmes puissent appuyer sur le bouton pour tuer en fait, des êtres humains. Je vais passer sur les autres exemples, parce que je n'ai pas vraiment le temps. Un autre danger potentiel aussi, c'est ce qu'on appelle la dictature de l'expertise. C'est-à-dire d'avoir des modèles généraux d'IA, en fait, qui renversent un petit peu la question de la confiance, où en fait les humains commencent à avoir plus confiance dans un système d'intelligence artificielle plutôt que par rapport à un autre être humain. Il y a donc voilà, Ilya Sutskever, qui est donc l'un des coprésidents de OpenAI. Lui, donc, il imagine en fait un monde, par exemple, où les sociétés, en fait, le CEO serait une intelligence artificielle et les êtres humains, en fait, seraient juste les membres du board. Il imagine aussi des solutions démocratiques où en fait les citoyens voteraient pour des objectifs et les objectifs soient donnés à une IA. Un autre danger potentiel aussi, c'est ce qu'on appelle voilà, l'IA idiote. L'IA idiote, bon, il y a l'exemple assez connu du trombone. Hein. C'est en fait une IA qui a été développée pour fabriquer des trombones et elle devient tellement efficiente à fabriquer des trombones qu'elle se dit qu'en fait le mieux, ça serait de tuer tous les êtres humains pour récupérer les atomes de carbone et pouvoir faire un maximum de trombones. Et puis au bout d'un moment, elle se dirait qu'en fait il serait temps de faire des vaisseaux spatiaux pour aller conquérir le système solaire, pour pouvoir transformer tout le système solaire en trombone, etc. Voilà, donc c'est des histoires qui sont un petit peu absurdes, mais qui montrent aussi voilà, la difficulté d'appréhender la notion d'objectif. Qu'est-ce que, pour une machine, un objectif? Donc les gens vont dire que les machines étant pas sentientes, les machines n'ont pas d'objectif. Mais on pourrait dire, par exemple, que le but d'un missile, c'est de détruire, par exemple, un avion, et que donc cette machine a un objectif. Donc il y a vraiment une vraie histoire éthique en fait autour de l'objectif. Une des critiques du monde actuel, et particulièrement des systèmes de neuronaux, en fait, c'est la consommation du big data. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler que le big data, c'était le pétrole du 21e siècle, et que ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de données pour faire le maximum de modélisation. Je trouve que l'exemple il est assez intéressant parce que finalement en fait on arrive dans un monde où physiquement en fait on commence à avoir de moins en moins de pétrole et on commence à se dire que peut-être qu'en fait il serait temps de penser à un monde où il n'y a plus de pétrole et peut-être que le monde de l'intelligence artificielle et particulièrement les gens qui recherchent l'intelligence artificielle générale commencent aussi à envisager des systèmes où il y a moins de big data, où il y a moins de pétrole. Se dire que en fait, les systèmes de réseaux neuronaux en fait, sont un petit peu victimes de leur succès. Ce qui s'est passé, c'est que quand les systèmes neuronaux, en fait, ce qu'on appelle le deep learning, a commencé à avoir des résultats assez probants, particulièrement en computer vision, c'est-à-dire en analyse de l'image, quasiment en fait, tous les fonds d'investissement ont mis énormément d'argent en fait, sur cette technologie au détriment d'autres technologies qui pouvaient être intéressantes, hein, comme par exemple les réseaux bayésiens ou d'autres types de techno. Ce qui fait que non seulement tout l'argent est parti vers les algorithmes de deep learning, mais on peut se poser la question, est-ce que le deep learning a réussi parce qu'il y avait énormément de data disponible, ou est-ce qu'il y avait énormément de data ou est-ce qu'il y a de plus en plus de data disponibles parce qu'il y a des algorithmes de deep learning. En fait, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le big data, donc tout le monde est au courant, c'est vraiment au cœur de l'économie numérique et que c'est d'ailleurs l'un des problèmes pour le développement d'une intelligence artificielle générale où il y a de plus en plus voilà, de voix qui disent qu'il faut commencer à avoir des sous-systèmes qui soient radicalement différents des algorithmes de deep learning, qui sont plutôt des algorithmes d'analyse de ce qui se passe à l'extérieur, et de trouver des sous-systèmes qui soient un petit peu intéressants. Le problème du focus total sur les algorithmes de deep learning, c'est qu'on est dans une société qui va tendance à vouloir juste accumuler de plus en plus de data, d'avoir des modèles de réseaux neuronaux, il y a de plus en plus en fait des bases de données de plus en plus importantes, avec des paramètres aussi qui sont de plus en plus importants. Donc finalement, la croyance parce que le modèle Gato, voilà, quand j'avais mis le slide avec Game Over, les gens qui pensent que l'intelligence artificielle générale puisse être atteinte dans les prochaines années
sont généralement voilà, des gens qui sont pour la proposition d'apprentissage profond, qui pensent que la solution d'intelligence artificielle générale peut être résolue en ayant de plus en plus de puissance de calcul et en ayant de plus en plus de paramètres. Pour l'instant, les choses leur donnent un petit peu raison, dans le sens que les réseaux, voilà, les réseaux neuronaux deviennent vraiment de plus en plus efficients. Ils ont passé une nouvelle étape avec les réseaux de type transformer. Mais on peut se poser la question si c'est suffisant. Donc, il peut y avoir, voilà, il y a de plus en plus de gens qui commencent à critiquer l'approche qui c'est un petit peu de force brute en fait des réseaux neuronaux et qui envisagent voilà, des pistes alternatives qui sont intéressantes. L'une des pistes qui est de plus en plus intéressante, en fait, c'est les intégrations de systèmes de mémoire. Donc voilà, les réseaux neuronaux, les premiers, en fait, ils avaient un système d'apprentissage. On apprend un réseau neuronal à jouer aux échecs, et puis après, si on lui apprend autre chose, eh ben, faut qu'il ait encore un autre jeu d'entraînement avec un autre jeu de données. Mais généralement, il ne va pas se souvenir voilà, de son premier jeu de données, de son premier apprentissage. Donc le modèle Gato, c'est donc un premier pas en fait vers avoir des modèles généraux. Mais ce qui est de plus en plus important pour réussir à atteindre cette technologie, ça serait de pouvoir intégrer les différents types de mémoire. Donc chez l'être humain, voilà, on a plusieurs. Je vais aller assez rapidement parce que j'ai plus trop de temps. On a la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire déclarative, c'est la mémoire en fait des événements. La mémoire sémantique, c'est en fait les événements qui sont mis en séquence. La mémoire sensorielle, donc c'est une mémoire donc multimodale qui va être liée par exemple à des odeurs ou à des souvenirs visuels. La mémoire procédurale, c'est lorsqu'un être humain a fait quelque chose une fois, il n'a pas besoin plusieurs fois, donc il s'en souvient. Et la mémoire motrice, donc c'est quand un joueur de tennis a joué, voilà, a amélioré son coup, il y a une sorte de mémoire musculaire. Donc ça donne aussi voilà, des débats, comme on a posé la question à Yann LeCun, qui est le directeur de recherche de l'intelligence artificielle chez Facebook. Est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle généraux devraient avoir un corps, entre guillemets? Et donc ça c'est un vrai débat qui commence à avoir lieu voilà, pour les gens qui disent que pour avoir une vraie intelligence artificielle générale, il faudrait qu'il y ait quelque chose en fait qui relie les IA au monde réel. Et l'un des moyens les plus efficaces pour les relier au monde réel, en fait, c'est d'avoir un vrai système de mémoire. L'autre chose aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle common knowledge, donc c'est de pouvoir avoir en fait toujours au niveau de la mémoire une représentation des modèles en fait du monde physique. Donc il y a un certain nombre de recherches qui se font par exemple pas mal avec les boîtes de jeux vidéo, par exemple les gens, pour ceux qui connaissent, voilà, par exemple il y a un moteur comme Unreal Engine qui va pouvoir avoir un certain nombre de pouvoir recréer en fait des modélisations physiques d'un vrai monde avec la gravité, les collisions d'objets, etc. Tout. Donc il commence à avoir pas mal d'études pour essayer de connecter en fait les intelligences artificielles avec le monde physique et essayer de leur donner en fait dès le départ en fait un certain nombre de compréhensions en fait du monde physique, du monde réel. Une autre chose sur laquelle je vais passer encore rapidement, parce qu'il faudrait qu'il me reste plus que 2-3 minutes, sur l'abstraction, la conscience, et également sur ce qu'on appelle les phénomènes quantiques. On pensait jusqu'à présent en fait que les modèles quantiques en fait ne s'appliquaient pas vraiment au cerveau, mais il y a des recherches en neurosciences qui sont assez récentes. Les gens qui étaient contre cette idée disaient que, par exemple, des synapses ou même des dendrites sont des éléments biologiques qui sont trop gros pour avoir des fluctuations quantiques. Mais en fait, on a montré que voilà, le cerveau en fait, était un organe qui était extrêmement sensible aux fluctuations et qu'il y avait des fluctuations donc, de type quantique qui pouvaient affecter le cerveau. Donc il y a un certain nombre de recherches qui sont aussi un petit peu parallèles avec ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques, donc des ordinateurs qui peuvent calculer ce qu'on appelle des qubits, et de pouvoir faire voilà, des modélisations d'algorithmes qui soient basés voilà, sur des algorithmes quantiques. Donc avec des histoires de superposition d'états, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, les dernières recherches sur l'intelligence artificielle générale.
Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est de se dire que voilà, pendant assez longtemps, en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle générale étaient considérés vraiment comme de la pure science-fiction, mais les développements dans 2022 ont fait que voilà, il y a eu un petit enfin un sondage qui a été organisé il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était par le Future of Life Institute, disant que quand est-ce qu'on pouvait avoir une intelligence générale, et le résultat médian maintenant était à 2035. Ce qui se rapproche beaucoup. Il y a une interview de Ray Kurzweil qui a été faite, qui a été publiée il n'y a pas longtemps chez Lex Fridman, qui prévoyait qu'en 2029, le test de Turing serait finalement achevé. Mais en tout cas, voilà, la direction qui devient de plus en plus intéressante, ce serait d'intégrer des systèmes de deep learning avec d'autres sous-systèmes, donc que ce soit des systèmes d'analyse du monde physique, que ce soit aussi des sous-systèmes aussi qui pourraient intégrer un certain nombre de savoirs communs, sans oublier en fait des sous-systèmes qui pourraient donner des bases plus éthiques à ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle générale évolue en parallèle avec nos connaissances un peu dans les neurosciences. Et donc paradoxalement, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'une intelligence artificielle générale pourrait éclore. Mais plus on découvre des choses sur le cerveau humain, et en ce moment on découvre énormément de choses, plus on découvre des possibilités de pouvoir développer une intelligence artificielle générale. Donc ça serait assez beau que l'humanité, en cherchant à se créer une copie numérique d'elle-même, réussisse finalement à mieux se connaître et à connaître sa nature. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle générale, il y a toujours cette notion d'objectif. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire les bénéfices éthiques de ces choses-là, mais tout ça, ce sont des notions qui sont avant tout politiques, qui sont des notions de décision des citoyens. Et c'est pour ça que voilà, avec le collectif de Neonedia, pour boucler la boucle, voilà, on est un collectif qui essaie d'amener des techniciens, mais aussi de simples citoyens à réfléchir voilà, sur toutes les problématiques autour de cette technologie. Donc je vous invite aussi à suivre voilà, une intervention de David Menga, qui est parmi nous, qui est un chercheur chez EDF, qui fera une présentation sur les derniers développements de l'IA à 13h30. Et puis il y a aussi une deuxième présentation à 15h30 qui sera beaucoup plus concrète, qui va essayer de vulgariser un peu quelles sont les premières étapes d'un projet de deep learning. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne pense pas qu'on ait le temps pour une question, mais bon, merci en tout cas.